déterminer d'autres thématiques et d'ouvrir davantage le champ de la curiosité intellectuelle et donc la connaissance générale, ce qui est une très bonne chose. Je les remercie pour ça et je les remercie de donner cette opportunité-là d'échanger aussi donc, avec les étudiants qui viennent prioritairement de la faculté des sciences politiques de cette université, mais qui viennent d'un peu partout aussi, je le constate. Parce que j'ai moi-même été très agréablement surpris de constater que certaines personnes ont eu une formation et je les vois là présents, c'est ça. C'est une communication en fin de compte en public. Et je ne voudrais pas aller plus loin dans ces préambules sans rendre un hommage à un chercheur congolais que l'on appelle Mascoli. Beaucoup de gens ici ne le connaissent pas, mais c'est quelqu'un que je connais personnellement et à qui je voudrais rendre un hommage ce soir, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir avec un peu plus de pertinence le concept de la communication par l'image, ce que je m'apprête à faire ce soir. Parce que entendre, c'est bon, mais voir, c'est encore mieux. Et donc parfois, une seule image, bien entendu commentée, suffit à lever les doutes sur un certain nombre d'appréhensions qu'on pourrait avoir. Et donc je vous propose ce soir une communication par l'image, et je vais donc vous présenter un certain nombre de choses que nous allons commenter ensemble. Et donc je voudrais lui rendre hommage. Je voudrais deuxièmement rendre hommage au très grand savant Nibzere Kadaba Okotunde. Le 18 août 2022, il était dans cette belle université. J'ai eu l'honneur de l'inviter au nom de mon laboratoire. Il a donné une communication à la fille Tissala, qui ce jour-là était plein à Caracas. Quelques temps après, il a été rappelé à Dieu. Je lui dois beaucoup dans la compréhension d'un certain nombre de pans de notre histoire, et vous verrez que la communication que je ferai tout à l'heure est presque un écho à la communication qu'il avait faite ce 18 août 2022 dans cette même maison. Enfin, je voudrais rendre également un hommage à Kofi Gomez et à Doji Olu, qui sont des chercheurs qui sont toujours en vie et qui m'inspirent beaucoup. Après, je rends, du moins enfin, je rends hommage à tous ceux-là qui, à travers l'Afrique, travaillent à une renaissance de l'Africain que nous sommes en général. Il y a quelques têtes dans cette pièce que je crois, je ne vais pas les nommer pour ne pas m'oublier, mais je vais dire merci d'être présent et d'avoir fait l'effort de se déplacer. Alors, la communication de ce soir est intitulée, comme vous le constatez, vous permettez que je peux le dire, pour une renaissance scientifique africaine. Et vous avez en part l'égard de cette communication-là des images qui ont tout sens. Et je vous les explique très rapidement. Ici, vous avez un groupe d'enfants que vous voyez bien là, avec une particularité, c'est la couleur de leurs cheveux. Ce sont des Salomoniens. Ce sont des enfants qui viennent des îles Salomon. Si vous tapez un peu sur Internet, vous pourrez constater les îles Salomon. Ce sont des îles qui existent un peu du côté de l'Australie, juste voisine à l'Australie. Puis un peu en bas, vous avez justement la Nouvelle-Calédonie qui nous fait parler ces derniers jours. Donc ce sont des Salomoniens, on les appelle. Et justement, leur particularité, ils ne sont pas tous comme ça, mais beaucoup parmi eux sont des noirs comme vous et moi, comme vous le constatez, mais ils ont des cheveux blancs, naturellement blancs, ils ne sont pas teintés. À côté ici, vous tapez également sur Internet, vous trouverez les informations que je vous donne. Parce que le but de cet échange est aussi de vous emmener à la réflexion, à faire des recherches et à confirmer un certain nombre de choses que je pourrais vous dire ici ce soir. Après, on pourra échanger à la fin de la communication. Mais ici, ce monsieur moins dit. Mais le problème, c'est que dans une représentation en 3D qu'ils avaient faite du visage de ce monsieur qui est considéré comme l'ancêtre des Anglais, parce que ce sont les ossements les plus vieux qui ont été trouvés au niveau archéologique dans cette zone-là, il l'avait représenté en blanc.
blanc. Mais après, quelques fouilles ont permis de constater qu'il y avait encore des traces d'ADN au niveau de l'oreille. Et quand ils ont analysé l'ADN qui est sorti, qu'ils ont récupéré au niveau de l'oreille, ils ont constaté tout simplement qu'il y avait un taux de mélanine tellement fort dans l'ADN que cela ne pouvait signifier autre chose que celui que l'individu était un être noir. Ils ont donc dû eux-mêmes reprendre la présentation en 3D que vous avez là, et vous avez désormais cette image-là qui est une image officielle scientifique. Et quand on dit Jidama, c'est ce monsieur que vous voyez. Si l'image était un peu plus agrandie, vous pourriez constater que les yeux de ce Jidama sont bleus. Et on pourra vous expliquer biologiquement que les yeux bleus sont tout simplement l'expression d'un défaut de mélanine dans le corps. Donc, quand les Européens, c'est l'expression d'un défaut de mélanine dans le corps. Ici, cette statuette que je vous propose en troisième position, on appelle aussi cette statuette-là dans le jargon scientifique la dame de Brassem-Pouilly. Brassem-Pouilly, c'est une ville qui se retrouve en France. Et une fois de plus, lorsque les fouilles archéologiques ont été menées dans cette ville-là, on a découvert un certain nombre d'objets, dont son livre Nation des cultures que je vous montre ici. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et en l'homme noir, il y a tous les gènes que l'on peut retrouver sur Terre. Tous les gènes qui existent dans ce monde se retrouvent dans le génotype de l'Africain. Et c'est la raison pour laquelle on peut constater dans un cancer de mutation. Si, depuis 1954, comme le dit Cheikh Anta Diop, la nation de l'agriculture, l'Afrique est le berceau de l'humanité, et qu'il a pu le dire aussi par la suite, l'Afrique a aussi initié toutes les disciplines scientifiques. Si tout cela est sûr, pourquoi aujourd'hui nous en sommes dans une université, la Gomé-Calavi, donc une université africaine, à ne pas tirer toutes les conséquences de ce genre de déclaration? J'en conclus, pour moi qui suis un chercheur en éducation, j'en conclus, ou du moins je réponds à cette question par le contenu que nous avons trop longtemps souvent donné à nos manuels scolaires et à nos supports didactiques. Parce que lorsqu'on vient à l'école, on apprend un certain nombre de choses qui sont contenues dans les manuels. Et quand vous faites une étude des manuels scolaires qui ont été servis à nos aînés, à nos grands-parents, ensuite à nos parents, ensuite à nous-mêmes, vous constatez qu'il y a des informations là-dedans qui procèdent tout simplement d'une falsification de l'histoire. Mais on ne s'en est pas seulement tenu à la falsification de l'histoire. On a aussi travaillé à convaincre l'Africain de son infériorité et à contrario, présenter la civilisation occidentale comme la civilisation qui a tout inventé. D'ailleurs, la notion du miracle grec, dont on parle souvent, est une notion inventée tout simplement au XIXe siècle. Vous lisez les ouvrages, vous ne verrez jamais quelqu'un parler avant Ernest Renan. Au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, vous ne verrez jamais quelqu'un parler du miracle grec. Au demeurant, les Grecs eux-mêmes, quand vous les lisez, ils vous renseignent qu'ils ont été tout apprendre en Égypte, qui était un peuple de noirs, et je vais essayer de vous le montrer. C'est Ernest Renan qui, au XIXe siècle, dans un ouvrage qu'il a intitulé Prière sur l'Acropole, a parlé de la notion du miracle grec et a estimé que les Grecs ont été une génération spontanée, ils ont tout inventé. Ce n'est pas vrai. Et justement, pour que nous puissions être convaincus de ça, au fil des années, lentement mais sûrement, on nous a infusé un certain nombre de propos, un certain nombre de contenus qui nous ont convaincus des convictions que nous avons aujourd'hui. Le premier manuel qui a été proposé à nos aînés, Moussa Béchila, l'histoire de deux petits noirs, c'est un manuel qui a été écrit en 1916 et qui a été utilisé jusqu'en 1930 par là. Vous avez l'instituteur blanc qui explique aux jeunes écoliers noirs.
il y a avantage pour un noir à se trouver au service d'un blanc, parce que les blancs sont plus instruits, plus avancés en civilisation que les noirs, et que grâce à eux, ceux-ci peuvent devenir un jour des hommes vraiment utiles. De leur côté, les noirs rendent service aux blancs en leur apportant le secours de leurs bras pour l'exécution des travaux de tout genre qu'ils ont entrepris, en cultivant la terre qui permet d'alimenter le commerce, mais aussi en combattant pour la France. Et un peu plus loin, vous avez vous, qui êtes intelligents et laborieux des enfants, aidez toujours les blancs dans les tâches. C'est un devoir pour vous. Voilà le genre de texte qui jonchait en fait nos manuels scolaires. Et ce genre de textes, croyez-moi, ils sont nombreux, vraiment nombreux, vous devez croire. Malheureusement, je ne peux pas, pour cette communication-ci, tous vous les présenter. Alors, ce que je fais exprès, je fais un bond dans l'histoire, et puis je vous ramène à un texte encore en vigueur aujourd'hui, c'est-à-dire un texte que vos jeunes frères, moi, mon enfant a utilisé ce livre-là, le livre de mathématiques. Et c'est justement parce que j'étais en train de vouloir l'aider à faire des opérations que j'ai découvert ce que nous appelons en pédagogie le barbarisme pédagogique. De quoi s'agit-il? Dans le livre de mathématiques qui est utilisé, je vous préviens encore, actuellement je vous parle, cet ouvrage, pour ceux qui ont des jeunes frères au CM2, cet ouvrage est encore au programme. Et vous avez, au détour d'une opération mathématique, on demande aux enfants, bon, je ne lis pas tout le texte, après vous pourrez avoir la communication, on leur demande de faire des calculs, on dit combien ont coûté le transport et le séjour de la délégation de Belleville à Paris. Les enfants qui sont au CM2, qui sont au Bénin, qui n'ont jamais vu Paris, qui n'ont jamais vu, qui ne savent pas en principe ce que c'est que la France, on leur demande ça. Ici, vous savez combien ont coûté le transport et ont eu à effectuer, entre autres, une visite de la Tour Eiffel et des croisiers sur la Seine. Nous sommes en train de parler là des enfants CM2. Je ne sais pas, et je le souhaite, que certains dans cette salle ne savent même pas ce que c'est que la Seine. La visite de la Tour Eiffel a coûté 192 000 francs CFA. Les frais de croisière représentent les 2/5 de ce montant. Combien ont coûté les croisières sur la Seine? Et un peu plus bas, on demande toujours à nos enfants quelle est l'aire et la surface occupée au sol par la Tour Eiffel. Calcul de l'aire et la surface occupée par la Tour Eiffel. Donc voilà encore des choses qui demeurent dans nos manuels et qui posent réellement problème. Et qui, pour un chercheur comme moi, conduit forcément à s'interroger. Et là, quand on s'interroge, on est obligé d'avoir une approche plus large et de faire des analyses plus englobantes. Et quand on fait ça, on découvre un certain nombre de réflexions qui, aujourd'hui, ne sont même plus cachées par les Occidentaux. Je vous propose ici, bon, c'est un élément en principe sonore, on a déjà fait un peu l'expérience tout à l'heure, on a constaté que les éléments sonores ne passent pas, je vais les commenter. Mais l'avantage de ce premier élément que je vais quand même dérouler, c'est qu'il s'agit d'un universitaire américain qui est en train d'enseigner et qui parle de géopolitique. Et comme il parle en anglais, c'est sous-traduit en français. Et comme le plus important, c'est la traduction, je vais exprès jouer cet élément qui est muet, mais je vous invite à lire la traduction du texte et de ce qu'il dit en bas.